Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. J'y reçois chaque mois des personnalités qui partagent ma conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique, scientifique, avec notamment la tech et tout le sujet de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, face aux défis auxquels nous devons faire face, il est évident que nous avons besoin de toutes les forces vives et donc de davantage de femmes en responsabilité. C'est une question d'équilibre, mais c'est au moins autant une question de capacité de performance économique et de capacité de progrès social. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais recevoir tout d'abord Véronique Forge, qui est la fondatrice de Business au féminin, qui est à la fois un média et une plateforme digitale d'accompagnement du leadership des femmes dirigeantes et entrepreneurs. J'aurai ensuite Valérie Lyon, qui est rédactrice en chef et fondatrice aussi de Vive Média, qui prône le oser parler d'argent et l'émancipation financière des femmes. Et enfin, je ferai le portrait de Marie-Hélène Dick, qui est la présidente de deux grandes et belles entreprises, Virbac, spécialisée dans la santé animale, grande entreprise cotée, et également Panpharma, qui est dans la santé humaine et qui est le dernier fabricant français de produits injectables pour le secteur hospitalier. Voilà le programme, donc à tout de suite avec Véronique Forge. Bonjour Véronique Forge. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue dans Smart Women. Alors Véronique, il y a 20 ans, vous étiez quasiment à ma place, puisque journaliste de formation, vous animiez à l'époque une émission qui s'appelait Femmes d'exception, qui était sur Direct 8, donc vous étiez déjà engagée pour la cause des femmes. Et c'est ce qui vous a amené en 2013 à Londres, dans un premier temps, à créer Business au féminin, puis après vous l'avez repris en 2017 à Paris, vous l'avez développé. Donc on en est maintenant à 6 ans de quasiment... Quelques années, voilà, exactement. Alors, dites-nous... Qu'est-ce que Business au féminin? Pourquoi vous l'avez créé? Et surtout, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Alors, pourquoi je l'avais créé? C'est ce que vous avez dit. J'ai commencé, c'est vrai que ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet des femmes avec cette émission. Et puis, la prolongation, ça a été le lancement de businessauféminin.com, qui est un média digital à la base, qui avait pour ambition de s'adresser à la femme professionnelle et lui donner des clés de réussite. Parce que quand je faisais mes émissions, j'avais des femmes extrêmement inspirantes qui venaient, mais c'était de l'inspiration. Et j'avais vraiment envie de créer un média qui permettrait aux femmes d'avoir des clés concrètes pour accélérer, développer leur carrière. Donc ça a été vraiment le début de Business au féminin. Et puis Business au féminin a évolué, a eu plusieurs développements. 2017, je me suis particulièrement intéressée au sujet de l'entrepreneuriat féminin. Donc j'ai lancé les Business au féminin Awards qui récompensent chaque année, c'est la 8e édition, des femmes entrepreneurs. On remet ça à Vivatech. En 2019, j'ai créé un club physique, Business au féminin club, qui a petit à petit évolué en plateforme digitale de e-learning avec du contenu audio, des masterclass, des guides pratiques. Voilà. Donc ça a été Business féminin. Et puis également Business féminin aujourd'hui, ce sont des événements mensuels, mais également des événements comme le Female Leadership Forum. C'est ce que vous venez de faire en fin mars. Avec succès. Alors dites-nous quelques mots de ce forum. Qu'est-ce que vous en avez retiré finalement? Alors c'est la 2e année, donc on fait ça chez Google. 2e édition. Alors déjà l'ambition du Female Leadership Forum. Là encore, l'ambition d'avoir à la fois de l'inspiration, mais aussi des clés concrètes. Donc j'ai invité de nombreuses femmes de premier plan, comme Mercedes Serra, comme Fanny Moisan, qui est la présidente de Vestiaire Collective, mais aussi des grands spécialistes de la négociation. L'idée étant, toujours dans la philosophie, entre guillemets, de Business féminin, de donner des clés concrètes aux femmes pour accélérer leur carrière. On a eu plus de 250 femmes qui étaient présentes in situ, et puis on était en live, donc beaucoup plus de femmes qui ont pu assister à l'événement. Et au global, vous avez une idée du nombre de femmes que depuis le début, vous avez pu, d'une façon ou d'une autre, accompagner? Vous avez...
Nous sommes dans la vie des femmes de plus de 70 000 femmes. 70 000 puisque femmes. Nous sommes sur des... à la fois, il y a les membres, il y a les abonnés à Business au féminin, il y a toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et on n'est pas du tout uniquement en France, puisque par définition, la plateforme notamment de e-learning businessauféminin.com, elle est digitale, donc nous avons des abonnés, des membres qui viennent du monde entier, du monde francophone. Et alors là, vous êtes en pleine période de sélection pour la 8e édition, vous le disiez, des Awards. Donc ça va se passer à Vivatech, je suppose, comme d'habitude, puisque vous avez toujours fait quasiment à Vivatech. Bon, c'est un petit peu tôt sans doute, mais qu'est-ce que vous voyez se profiler? D'abord, est-ce qu'il y a de plus en plus de dossiers qui vous arrivent? La sélection est-elle plus difficile qu'avant? Est-ce que vous voyez des différences? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, c'est vraiment une excellente question parce que c'est vrai que tous les ans, je regarde les dossiers avec le jury et on évalue, on voit qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière. Je dirais que sur le long terme, depuis 2017, il y a une qualité des dossiers qui a vraiment énormément progressé. Donc, on a autant de candidatures, mais on a de meilleures candidatures avec des projets ou des entreprises qui sont vraiment en croissance. On a de plus en plus de scale-up. Donc ça, c'est extrêmement appréciable. Et on voit que tout le travail que nous avons fait et que d'autres acteurs, évidemment, ont fait, porte ses fruits, puisque les femmes ont vraiment des... Vous pouvez citer un nom un peu emblématique, mais il y a eu beaucoup. Mais bon. Il y en a eu beaucoup, mais je citerai par exemple Emmanuelle Duez l'année dernière, qui a cofondatrice de Bugali, et donc et plein d'autres. Et en fait, le Business Femina Award, c'est 3 prix. C'est le prix Startup, le prix Scale-up et le prix Young. Et donc on accompagne aussi et on récompense des porteuses de projets. Parfait. Et alors, en quelques mots... De moins de 25 ans, pardon. Moins de 25 ans, oui, des jeunes. Donc, en quelques mots, vous avez de nouveaux projets ou vous êtes encore en train de mûrir tout ça? Non, on ne mûrit pas, on avance en permanence. Vous connaissez très bien l'écosystème, Marie-Claire. Il y a de nouveaux acteurs, il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent. L'important, c'était toujours dans l'innovation, penser, réfléchir à ce qui va pouvoir intéresser. Donc, oui, j'ai de nouveaux projets autour notamment des sujets de santé, des femmes. Et des femmes et de l'argent, vous m'avez dit. Et les femmes et l'argent. Voilà, donc toujours innover. Et je crois que vous allez en parler dans quelques instants. Ça va me faire une transition toute trouvée, parce qu'après vous, j'ai Valérie Lyon, et effectivement, elle aussi, elle, c'est vraiment son thème, des femmes et de l'argent, donc on va en parler ensemble. Mais écoutez, Véronique, merci beaucoup pour tout ça. Et bon, je trouve ça très, très intéressant de voir que vous avez vraiment trouvé, avec toutes vos actions, vous avez vraiment trouvé votre public, alors même qu'il y a beaucoup d'initiatives. Donc ça montre bien que la qualité fait que ça ressort et que donc vous avez aujourd'hui beaucoup de monde qui suit tout ça. Merci pour ce compliment, Marie-Claire, que je prends. Oui, et puis je le disais, innover en permanence et être accompagné, ça c'est le dernier point, par des grands noms, des BNP Paribas, AXA, Google, aujourd'hui aussi des entreprises américaines. Là, je reviens de Los Angeles. Vous avez cette chance d'être accompagné, c'est formidable. Merci beaucoup, merci Véronique. Merci Marie-Claire. Bravo. Bonjour Valérie Lyon, ravie de vous avoir sur le plateau. Bonjour Marie-Claire, merci de votre invitation. Alors écoutez, c'est le jour des journalistes, puisque avant vous avez entendu Véronique Forge, et là maintenant, vous également, vous êtes une journaliste depuis plus de 30 ans, donc une expérience marquée. Vous avez démarré par l'économie d'ailleurs, c'était vraiment votre thème, et puis vous avez compris, et donc vous avez eu envie d'être dans l'accompagnement des femmes, et je suis témoin, pour vous avoir croisé à plusieurs reprises dans nos vies professionnelles respectives, que vous avez longtemps que vous cherchiez à développer un média spécifique, et le groupe Bayard vous en a offert l'opportunité avec la création de Vive Média. Alors, première question, ce nom de Vive avec un S majuscule, pourquoi, comment ?
Parce que les femmes sont des forces vives, Oui, des c'est forces vrai. vives de la société, mais aussi de l'économie. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Je dirais que le potentiel économique des femmes, il est largement sous-estimé, voire négligé. Et c'est l'objet de Vive Média que de regarder ce sujet sous le prisme de l'économie. Les femmes, elles ont conquis leurs droits civiques, Oui. le droit de vote, leurs droits reproductifs, le contrôle du corps, leurs droits professionnels aussi. Et on en parlait à l'instant vous en parliez avec Véronique Forge. Les femmes ont massivement investi le monde du travail dans la deuxième partie du XXe siècle. En revanche, elles n'ont pas encore conquis l'égalité économique et financière. Et Vive Média, ça s'appelle Vive aussi parce que c'est un élan. Oui. Vive, il y a une dynamique. Il y a beaucoup de choses derrière Vive. Voilà, l'idée c'est d'accompagner les femmes vers leur indépendance économique et financière, parce que gérer une trajectoire professionnelle, c'est bien. Gérer une trajectoire professionnelle et personnelle en ayant les clés de sa liberté financière, c'est mieux. Encore mieux. Alors vous savez que moi je parle toujours de la juste place des femmes dans les sphères de pouvoir, alors notamment économique bien sûr, puisque c'est un sujet ô combien important et pas suffisamment mis en évidence. Pour vous, le pouvoir économique, vous y mettez, je crois, plusieurs éléments. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Tout à fait. Alors, le pouvoir économique des femmes, alors c'est sûr que sur la longue durée, on peut dire quand même qu'on a progressé, ne serait-ce que par l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail et le fait qu'elles perçoivent, surtout en France où on a des taux d'activité féminin les plus élevés d'Europe, elles perçoivent un salaire. Donc, effectivement, elles ont, de ce point de vue-là, une place économique. Mais une place économique qui est largement, je dirais, inférieure à ce qu'elle représente dans la société. D'abord parce que les inégalités de salaire persistent. Elles persistent pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais en tout cas, elles se réduisent, mais elles persistent. Beaucoup d'efforts sont faits. Mais bon. Beaucoup d'efforts sont faits, mais on est encore à un noyau dur de 5% à poste égal, temps de travail égal, mais on a aussi le constat que dans les métiers majoritairement occupés par les femmes, les salaires sont bas, que les femmes accèdent beaucoup moins que les hommes aux postes à responsabilité, là où on est mieux payé. Et la conséquence de tout cela, c'est quoi ? C'est que les femmes qui veulent épargner autant que les hommes ont moins de capacité d'épargne que les hommes. Et encore pire, elles investissent beaucoup moins que les hommes. Chez Vive Média, depuis le lancement du média, nous réalisons un baromètre chaque année sur les femmes et l'argent. On interroge environ 2000 Français, un échantillon représentatif de la population nationale. Et notre baromètre, encore en 2025, nous dit par exemple que les femmes investissent 2 fois moins que les hommes en bourse. Elles sont beaucoup moins présentes sur les investissements qui ont des perspectives de rentabilité intéressantes. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'elles constituent moins de capital financier et donc qu'elles peuvent être moins facilement des actrices pleines et entières de l'économie. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est que les femmes soient des actrices pleines et entières de l'économie. Si elles ne peuvent pas investir dans l'économie, si elles ne peuvent pas créer leur entreprise ou reprendre une entreprise, aujourd'hui, on plafonne en France à 4 femmes sur 10 entrepreneurs. Et les femmes sont majoritairement auto-entrepreneurs. Et encore là, on est au niveau, voilà. Exactement. Après, dès qu'on monte un peu, c'est 12% de femmes chez les dirigeants de TI, de PME. C'est très faible. Ce chiffre bouge assez peu, finalement, en dépit de tous les efforts qui sont consentis. Oui. Exactement. Donc, en fait, on voit que les femmes ont encore du mal à prendre toute leur place dans notre système économique, que ce soit en tant qu'investisseuses, que ce soit en tant qu'entrepreneuses. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement d'aider les femmes à se constituer un patrimoine. Certaines parlent aujourd'hui de matrimoine, c'est-à-dire de prendre leur destin financier en main, parce que c'est assez frappant de constater qu'aujourd'hui, en France, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes. Oui, bien sûr. Donc, un capital intellectuel très élevé et un capital financier qui n'est pas du tout en rapport. Absolument. Et d'ailleurs, en lien avec ce que vous dites, vous avez parlé des femmes qui investissent peu et qui ont donc moins de capacité à avoir des placements intéressants. Mais on a de l'autre côté, bien sûr, les femmes qui lèvent moins d'argent également. C'est le cas des financements en fonds propres pour les entrepreneurs. Alors, bon, vous avez vraiment ce discours très clair et très assumé de l'argent nerf de la guerre, parce que parfois on n'ose pas en parler. Et d'ailleurs, les femmes, dans les enquêtes, mettent souvent en avant la notion de sens. Bon, c'est une vraie réalité, bien évidemment, mais ont plus de scrupules ou du moins plus de pudeur à parler d'argent. Alors, comment on peut faire pour que justement les femmes se retrouvent finalement, accélèrent dans ce changement culturel, enfin que le monde change,
et qu'elles se retrouvent à égalité des hommes dans ce rapport à l'argent. Alors c'est vrai que ce rapport à l'argent pour les femmes, il est complexe, il est délicat. Notre baromètre, il montre que on donne un certain nombre de mots auxquels on associe spontanément l'argent. Le premier mot chez les femmes, c'est angoisse. Le premier mot chez les hommes, c'est liberté. Donc effectivement, on a un sujet. Après, il ne faut absolument pas culpabiliser les femmes sur ce sujet. Les femmes ont été très longtemps exclues du monde financier et bancaire. Il faut rappeler que c'est seulement le 13 juillet 1965, donc il y a 60 ans seulement, droit au compte. Voilà, qu'une loi a autorisé une femme mariée à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, à travailler d'ailleurs aussi sans l'autorisation de son mari. Et c'est seulement en 1967 qu'une femme a pu entrer à la Bourse de Paris. Donc c'est un monde dont les femmes ont été très longtemps exclues et ça fait peu de temps qu'elles sont on va dire, admises dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler d'argent. Donc, nous, c'est ce qu'on dit chez Vive Média. On aime à dire qu'on est le premier média des femmes qui osent parler d'argent. Il faut commencer par en parler. Ne pas avoir, il faut surmonter le tabou, ne pas avoir de prévention sur ce sujet-là. En parler avec ses amis, en parler dans le monde personnel, dans la sphère personnelle et la sphère professionnelle. En parler au travail pour obtenir une augmentation de salaire, en parler avec ses amis pour savoir quels placements financiers elles ont fait, comment elles se sont éventuellement constituées un capital, un patrimoine, etc. Donc en parler, et puis l'éducation économique et financière, c'est vraiment une des missions de Vive, c'est-à-dire informer, former et sensibiliser. C'est ce que nous faisons aussi avec Vive, puisque nous faisons des ateliers, des conférences, notamment en entreprise, pour sensibiliser les salariés à la nécessité de reprendre leur destin financier en main. Voilà, donc tout est dit avec cela. Donc merci pour cette action, continuez à le faire. Et merci encore une fois de ce franc-parler sur un sujet qui est souvent édulcoré par notre culture. Donc il faut le dire, il faut oser parler d'argent et oser entreprendre, et oser tout court d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci. Bonjour Marie-Hélène Dick. Bonjour. Bon, très heureuse de vous recevoir dans Smart Woman. Marie-Hélène, nous sommes connus dans un dîner organisé par Martine Lotto. Je la cite parce qu'elle a créé la fondation, enfin Women Initiative Foundation, donc pour les femmes également. Et d'ailleurs, je l'ai interviewée et son émission est disponible sur Bismart. Enfin, tout ça pour dire que ce soir-là, je ne vous connaissais pas parce que vous êtes peu connue, alors que franchement, votre position et votre histoire est tout à fait passionnante et j'ai eu envie justement de la faire partager à nos auditrices, auditeurs aujourd'hui. Alors, vous présidez depuis maintenant presque 30 ans, 30 ans passés même, 30 ans passés aux destinées de deux très belles entreprises. Il y a d'une part, on va en parler bien sûr, il y a d'une part Virbac qui est dans la santé animale, qui est une grande entreprise cotée, qui est bien sûr très internationale, et puis également Penpharma qui là est dans la santé humaine. Qui est une belle ETI également, et je le disais en introduction, dernier fabricant français, donc ça mérite d'être dit également. Alors, ces deux entreprises, elles ont été fondées par votre père, en fait, et vous avez dû en prendre la responsabilité de façon assez brutale, puisqu'il y a eu le décès de votre père qui vous a obligé à prendre les rênes. Alors, vous étiez déjà dans Penpharma depuis 4 ans, je crois. Vous aviez un diplôme de vétérinaire, donc vous aviez une formation qui vous préparait à... Mais pour autant, étiez-vous prête vraiment pour prendre cette grande responsabilité? Alors effectivement, comme vous le disiez, j'avais quand même le background, j'étais vétérinaire et j'avais fait un MBA HEC, mais j'avais 27 ans. Oui. Donc effectivement, j'étais pas vraiment prête, surtout qu'à l'époque, je pense que ça a quand même changé. Avec mon père, voilà, on parlait de l'entreprise, on était imbibés, mais on communiquait pas non plus énormément. Voilà, donc effectivement, il a fallu que je gagne en légitimité. Oui. Mais en tout cas, ce qui a été ma force depuis le début jusqu'à maintenant, c'est vraiment, je dirais, la passion et la détermination. Oui, et puis vous n'avez pas écouté tous ceux qui vous disaient « mais non, c'est pas possible, il faut vendre, etc. » Vous avez eu la conviction d'y aller, en fait. Exactement. Je dis souvent, j'ai pas hésité une seconde, parce que j'en avais vraiment envie de reprendre ce flambeau. Donc Virbac, par exemple, à l'époque, c'était quand même une société... d'une certaine taille, il y avait déjà, je dirais, 1000 employés. Donc effectivement, il y avait aussi, je dirais, la croyance que quand on est en tant que laboratoire pharmaceutique, il faut avoir une grosse taille critique, que les petits n'ont pas leur place.
Et je dirais que finalement, moi, ça m'a finalement un peu galvanisée, stimulée exactement. Ouais. Et j'ai eu vraiment envie de leur montrer, non, mais même si on est petit, et on est peut-être plus agile, avec peut-être effectivement des collaborateurs encore plus motivés. Et on peut soulever des montagnes. Et souvent, je dirais, le monde... Il a été changé comme ça avec une poignée d'hommes et de femmes. Bien sûr. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que 30 ans après, Virbac, une société. Oui, on va en parler plus en détail de Virbac et de Panpharma. Mais vous avez connu, au-delà du démarrage, donc vous avez fait face. Vous avez aussi connu, juste pour le citer, un épisode assez dramatique côté Panpharma, quand vous avez eu cet incendie qui vous a également ravagé. Effectivement. Donc Panpharma, c'était une petite société avec une ligne de production. Et effectivement, je dirais, il y a un incendie qui a tout détruit. Donc, je dirais, l'entreprise était par terre. Et après, quand même, là j'ai pris quand même le temps de la réflexion. Finalement, je me suis dit, on va y aller aussi. On va y aller. Et là aussi, je dirais, ce qui m'a vraiment porté, ce sont les collaborateurs. Panpharma, c'est en Bretagne. Et il y avait, je dirais, comme ça, une bande d'une dizaine de collaborateurs qui avaient foi en l'entreprise et qui m'ont porté. Et voilà, donc on est arrivé quelques financements. Et ça a été réussi à repartir. On est reparti de zéro. Donc c'est vrai que Panpharma, là, je dirais, c'est plus vraiment mon bébé, parce que le fait comme ça de repartir de reconstruire. À zéro et de reconstruire, c'est une très très belle aventure. Vous l'avez fait en famille, même si c'est vous qui êtes véritablement la dirigeante et qui avez vraiment été là, mais au départ, vous aviez à la fois votre frère, votre mari, vous n'étiez pas entièrement seul. Tout à fait. Non, mais exactement. Non, mais encore une fois, avec tous ces, je dirais, ces jolies choses, je les ai fait accompagner, et en particulier avec mon mari, qui n'est pas dans l'entreprise, qui a aussi sa propre entreprise, qui est entrepreneur, mais qui m'aide énormément. Non seulement, je dirais, qui me stimule, qui m'épaule, mais également on partage beaucoup de décisions ensemble. Et alors aujourd'hui, pour situer, parce qu'encore une fois, les noms ne sont pas toujours connus, situez-nous d'abord Virbac, puisque c'est la plus grosse en termes de chiffres, en termes de pays, etc. Voilà, donc Virbac, ça fait maintenant pas loin d'1,4 milliard. Donc on est le 6e laboratoire pharmaceutique exclusivement dédié à la santé animale, donc tout ce qui est plutôt médicaments. On couvre toutes les espèces. C'est ça. Donc il y en a beaucoup d'espèces d'animaux, mais principalement quand même à 55% les petits animaux, donc chien-chat. Donc très international. Je dirais nos ventes en France, c'est moins de 10%. Donc on a des filiales effectivement dans le monde entier. Alors au niveau, je dirais, de l'empreinte industrielle, donc on a une quinzaine de sites industriels pour fabriquer tous ces médicaments et vaccins, donc c'est énorme. Les plus gros sont en France. Et d'ailleurs, on a toujours cru, je dirais, à la France. Et là, on est en train de continuer à investir massivement, je dirais, en France. Et en particulier dans nos unités de vaccins, donc de haute technologie. Mais on a des usines partout dans le monde et également des unités de recherche en France, mais aussi partout dans le monde. Et vous avez combien de personnes au total là, dans Virbac ? 5800 aujourd'hui. Donc effectivement, on est coté en bourse pour 50%, mais on reste majoritaire. La famille reste. Et vous gardez la main sur la décision, bien sûr. Et donc ça c'est Virbac et Panpharma. Donc là, c'est santé humaine. Alors, santé humaine, donc nous, notre créneau, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est médicaments indispensables à l'hôpital. Donc, c'est souvent des produits matures, mais qui sont vraiment très, très, très utilisés par les médecins. Donc, on travaille beaucoup... Antibiotiques, pour citer des noms qui parlent. Anesthésiques, antidouleurs, des héparines pour les dialyser. 90% de notre portefeuille, ce sont vraiment des médicaments dits indispensables. Il y a une catégorie. Nomenclature. Donc, on fait à peu près 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, très international aussi, puisque dans la pharma, dans la pharmacie, effectivement, la France, ça pèse 5%. Bien sûr. Donc, comme on a des usines, des gros coûts fixes, on est obligé, tant mieux, d'aller à l'international. Puis les conditions ne sont pas les mêmes partout en termes d'accès, justement, aux médicaments, donc ça joue aussi. Mais alors, finalement, des deux côtés, tant côté vétérinaire que côté humain, contrairement aux gros acteurs qui ont de plus en plus tendance à se spécialiser, vous jouez au contraire le fait d'être
une large palette pour pouvoir justement couvrir plusieurs besoins à la fois. Alors, Virbac, effectivement, et un des gros enjeux de Virbac, c'est de gérer la complexité. Parce qu'effectivement, comme je vous l'expliquais, on est sur toutes les espèces animales, on est multipathologie. Ça va des médicaments, on fait même de la nourriture pour chiens et chats qu'on vend chez le vétérinaire, les vaccins, des médicaments plus pour le bien-être. Donc, on a vraiment toute la palette. Donc, toute espèce, tout pays, tout produit, c'est vraiment... Oui, c'est un choix stratégique qui est assez spécifique et qui est vraiment opérant. Enfin, donc, effectivement. Et justement, par exemple, dans le domaine vétérinaire, aujourd'hui, quand on regarde les plus gros, aujourd'hui, par exemple, le numéro 1, il se spécialise vraiment chien, chat, qui souvent, c'est vrai, c'est un marché qui continue à croître. Bien sûr. Et à l'inverse, je dirais, Panpharma, on a plutôt quand même choisi le créneau des médicaments matures, hospitaliers, stériles injectables. Donc là aussi, ça demande des très, très gros moyens. Dans un univers qui est extrêmement réglementé. Donc, on est quand même plutôt spécialisé. Alors, vous parlez de réglementation. Alors, justement, on peut évoquer aussi, on en avait parlé ensemble quand on a préparé, finalement, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on attend de l'entreprise aujourd'hui, parce qu'à la fois, on en attend les basiques de se développer, de faire de la croissance, de faire de l'emploi, etc. Bon, ça, c'est assez normal, entre guillemets. On en attend davantage avec en France, notamment, la loi Pacte, qui a, en termes de gouvernance, raison d'être, plus proche de nous, les sujets écologiques, et notamment la CSRD, CS3D. Bon. En quelques mots, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que pour vous, finalement, c'est bien, c'est pas bien? Non, mais effectivement, c'est quand même une bonne chose d'évoluer. Vous n'avez pas cité d'ailleurs tout ce qui est bien-être des collaborateurs. Donc ça, effectivement, c'est bien. Mais des fois, je dis attention, parce qu'effectivement, à trop, je dirais, charger la barque, et comparativement à d'autres pays ou d'autres continents, c'est compliqué. Donc, il ne faut quand même pas oublier, je dirais, le sens de l'entreprise. Donc, se développer, fournir du travail, mais à la fois, je dirais, éduquer, former. Enfin bon, on peut pas tout faire. Et ce qui est important aussi, et j'aimerais bien qu'on évolue davantage, c'est par exemple que les politiques qui font les normes, etc., comprennent mieux, comprennent mieux l'apport d'abord des entreprises dans l'économie française et essayent de mieux comprendre aussi la psychologie des entrepreneurs pour nous aider. Et on a progressé, mais il y a encore tellement à faire. Et juste une petite comparaison avec nos voisins allemands qui connaissent des difficultés. Et nous, par exemple, on a des vrais problèmes de pénurie de main-d'œuvre en Allemagne. Donc, je ne dis pas que l'Allemagne, c'est la panacée. Pas du tout. Mais je dirais sur le business friendly, franchement, ils ont 10 ans d'avance. Et nous qui sommes dans effectivement un marché extrêmement réglementé, donc on est toute la journée à discuter avec nos autorités qui viennent nous inspecter, etc. Il y a vraiment deux poids, deux mesures entre les autorités allemandes qui sont, je dirais, aidantes, qui sont win-win partenariat avec les autorités françaises. Donc voilà, on a progressé. Mais il faut vraiment... C'est le message on va terminer sur ce message. Je crois que plus on en parle et plus justement des personnes comme vous venez parler, mieux on voit à la fois ce que vous représentez vous en tant que femme patronne d'une très belle entreprise, d'un très beau groupe, mais à la fois ce que l'entrepreneur au sens large peut souhaiter pour être encore plus facilité dans son travail d'entreprise et dans son travail pour la collectivité, puisque l'économie, c'est ce qui nourrit tout le reste. Voilà. Et juste un petit point, et c'est vrai que pendant le Covid, justement, on était un petit peu à l'économie de guerre, on avait super bien travaillé. Oui, bien sûr. Avec nos autorités, on s'était bien compris, on avait fait un super travail. Bon, on ne va pas souhaiter le retour du Covid, mais on souhaite effectivement qu'on puisse faire les choses différemment. En tout cas, merci beaucoup Marie-Hélène d'avoir accepté de venir. Je sais que vous n'êtes pas très volontariste pour parler dans les médias, mais c'est très bien que vous l'ayez fait. Je suis sûre que ça va permettre à des tas de femmes d'ailleurs de se projeter aussi sur la capacité, la résilience, parce que vous êtes vraiment un exemple de résilience dans tout ce que vous avez fait. Donc bravo, merci pour tout cela. Notre émission est terminée, donc merci de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous bien sûr au mois prochain.